Les larmes de Kaboul, aux éditions du Cerf, c'est sorti le 6 janvier. Alors, je suis journaliste depuis au moins 30 ans. J'ai travaillé pour la presse quotidienne, j'ai travaillé pour la presse hebdomadaire. J'ai été essentiellement grand reporter et j'ai dirigé des journaux, magazines, des journaux quotidiens. Et je suis aussi documentariste. J'écris des documentaires pour la télé et je fais de temps en temps, j'écris un livre, dont Les larmes de Kaboul, que j'ai écrit effectivement avec mes tripes, mais je l'ai écrit avec mes tripes parce que c'est un pays qu'on aime, l'Afghanistan. C'est pas tellement un pays qu'on analyse, c'est un pays qu'on aime. Donc si on travaille sur l'Afghanistan, on y travaille avec ses tripes. Moi, j'ai commencé à y travailler longtemps, au début des années 90. Et c'est un livre que j'avais commencé d'ailleurs à écrire en 2001, au printemps 2001. Et j'ai arrêté de l'écrire le 9 septembre suivant, quand le commandant Massoud a été assassiné, puisqu'à ce moment-là, dans la presse, sont sortis des dizaines d'articles, probablement des centaines d'articles sur l'Afghanistan, et en édition des dizaines de livres, et puis en télé, de nombreux films. Donc j'ai trouvé que mon livre devenait à ce moment-là presque indécent de sortir au moment où tout le monde sortait, parce que le commandant Massoud avait été assassiné. Je trouvais ça presque obscène. Et puis surtout, je trouvais ça inutile. Et j'ai repris ce manuscrit il y a quelques mois, peut-être un an, tout simplement parce que on parlait déjà du retrait des troupes américaines. On savait que les troupes américaines allaient se retirer de Kaboul. Et je savais, puisque c'est une des malédictions de l'Afghanistan, je savais qu'une fois que les troupes américaines seraient parties, l'Afghanistan allait retomber dans un trou de mémoire. Puisque vous savez qu'on s'intéresse à l'Afghanistan uniquement au moment des grandes dates, des grands événements historiques. On s'est intéressé à l'Afghanistan en 79, quand il y a eu l'invasion soviétique. Puis on s'est intéressé à l'Afghanistan en 89, quand l'armée rouge a quitté l'Afghanistan. De 89 à 2001, c'est tombé dans un trou de mémoire. En 2001, on s'est intéressé à l'Afghanistan parce que le 11 septembre, qui a été préparé par Ben Laden, qui à l'époque était réfugié en Afghanistan. Et on s'est intéressé à l'Afghanistan à ce moment-là. Et puis évidemment, quand il y a eu l'invasion américaine. Et puis et on s'est de nouveau intéressé à l'Afghanistan au mois d'août dernier. Mais maintenant que les Américains sont partis, plus personne ne s'intéresse à l'Afghanistan. Or qu'entre ces grandes dates historiques, les Afghans vivent toujours la même chose, c'est-à-dire une dictature, la dictature des talibans, ce qu'ils avaient déjà vécu en 96, mais surtout une guerre civile, puisque les premières victimes de cette guerre sont évidemment les Afghans eux-mêmes. Alors d'abord, je suis étonné d'avoir écrit presque amoureux, parce que c'est pas presque amoureux, c'est complètement amoureux de l'Afghanistan. Et l'Afghanistan, c'est un choc quand on y va pour la première fois. C'est un choc, d'abord c'est un choc visuel, parce que c'est un très très beau pays. C'est une beauté sauvage, presque dure, presque cruelle, qui est l'antithèse des sociétés dans lesquelles nous vivons. C'est-à-dire qu'on est dans une société marchande, hyper mondialisée, hyper aseptisée. L'Afghanistan, c'est le contraire. C'est un pays très pauvre, c'est un pays très beau. Et je trouve que les Afghans ressemblent à leur pays. C'est-à-dire qu'ils sont très beaux, très durs, mais ils sont aussi très généreux. Il y a un sens de l'hospitalité que j'ai rarement vu ailleurs. Donc on tombe forcément amoureux de ce pays. Ensuite, moi j'ai décidé d'y aller. En fait très tôt, presque enfant, tout simplement en lisant Joseph Kessel, Les Cavaliers de Joseph Kessel. Quand j'ai lu Joseph Kessel, quand j'étais adolescent, j'ai su deux choses. J'ai su la première chose, j'ai su qu'un jour je serais journaliste. Et la deuxième chose, j'ai su, ou en tout cas j'ai espéré, que j'exercerais ce métier de journaliste en Afghanistan. Et quand on arrive en Afghanistan aujourd'hui, c'est-à-dire au XXIe siècle ou à la fin du XXe siècle, quand j'y suis allé pour la première fois, on entre dans un roman de Joseph Kessel. Ce que vous lisez dans Les Cavaliers, c'est ce que vous vivez en Afghanistan. Donc c'est un pays qui est à la fois romanesque, et quand on a été jeune journaliste, ou même quand on a été petit garçon et qu'on rêvait d'aventure, on peut forcément que trouver son bonheur en Afghanistan, puisque c'est un pays d'aventure. On a l'impression d'être dans un roman. Le peuple afghan me fascine d'abord pour un tas de raisons. Humainement, je vous l'ai dit, ce sont des gens qui sont très généreux, qui sont très attachants. Et ensuite, politiquement, ou en tout cas journalistiquement, je trouvais les Afghans intéressants parce que, imaginez-vous qu'en 1979, il y a la plus puissante armée du monde qui envahit un pays misérable. Misérable, c'est un pays de paysans. Et voilà que les paysans ne sont plus paysans, jettent les pioches dans les champs, prennent des armes. C'est une armée de gueux, une armée de gueux, une armée de va-nu-pieds,
armés avec de vieux tromblons qui avaient sans doute servi à leurs arrière-grands-parents pendant la domination coloniale britannique, et pendant 10 ans se battent contre l'armée la plus puissante du monde et finissent par raccompagner les soldats de la mer Rouge à coups de pied au cul jusqu'à la frontière. Donc c'est quand même un pays, journalistiquement, c'est quand même un pays, de voir tout un peuple se soulever, un peuple de paysans se soulever contre une domination étrangère, c'est quand même journalistiquement un fait majeur qu'on a envie de couvrir. C'est même pas une question qui se pose, ça. Dans le livre, je dis qu'au début, j'allais voir le commandant Massoud comme n'importe quel autre journaliste, c'est-à-dire que j'y allais très objectivement. C'était un chef de guerre, en tout cas c'est comme ça que je le percevais avant de le rencontrer. C'était un chef de guerre comme un autre, un seigneur de guerre. Et puis j'ai rencontré Massoud. J'ai rencontré Massoud, mais j'ai rencontré Massoud, quand je dis rencontré Massoud, je ne l'ai pas rencontré pour une interview, je l'ai suivi pendant des semaines. Et je l'ai suivi au fil de mes voyages, je l'ai suivi dans toutes les conditions possibles. C'est-à-dire je l'ai suivi sur le front, je l'ai suivi quand il était au gouvernement, je l'ai à nouveau suivi sur le front quand il a quitté Kaboul, je l'ai rencontré chez lui avec ses enfants. Et très rapidement, je me suis aperçu que dans ce pays qui souffre d'un tas de malédictions, et une des malédictions, sans doute la principale, c'est sa mosaïque ethnique. Les ethnies, il y a plusieurs ethnies. Les Pashtuns sont majoritaires, sont les talibans, mais il y en a d'autres. Massoud était tadjik. Chaque ethnie se bat pour elle. C'est une guerre tribale, une guerre ethnique. Massoud, lui, me semblait être le seul de tous ces chefs de guerre à avoir une vision nationale de l'Afghanistan. C'est-à-dire qu'il ne se battait pas seulement pour son ethnie, pour les intérêts de son ethnie, il était tadjik, il se battait pour l'Afghanistan. Donc il n'avait pas de vision tribale, il n'avait pas non plus de vision religieuse, puisqu'il, lui, prônait plutôt un islam éclairé, contrairement aux talibans ou à d'autres groupes extrémistes d'Afghanistan, comme le Hezb islami d'Ekmatyar. Il n'avait pas non plus une vision religieuse du pays. Donc il me semblait être le seul à avoir une vision, à pouvoir diriger ce pays, et puis surtout à le mettre un petit peu en ordre de marche, parce que l'Afghanistan, depuis 1979, est complètement figé. C'est un pays qui est complètement immobile. Et les talibans, en 1996, quand ils ont pris le pouvoir, ils ont encore une fois de plus figé et immobilisé le pays dans un archaïsme religieux et idéologique. Il me semblait être le seul à être capable de faire avancer le pays. En dehors du fait, bien sûr aussi, qui est peut-être plus personnel, c'est qu'en dehors de cette vision politique qu'il avait, de cette vision religieuse, éclairé, c'était un personnage très charismatique, très courageux, très intelligent, très généreux, et donc forcément, sans parler d'intimité, parce qu'on ne peut pas parler d'intimité, j'avais créé avec lui des liens assez privilégiés, qui fait que très rapidement, de simple observateur que j'étais, journaliste, mon métier de journaliste, très rapidement, très sereinement, et en l'assumant complètement, je suis devenu un des partisans du commandant Massoud, en effet. Le commandant Massoud a été assassiné par 2 faux journalistes le 9 septembre 2001. C'était des terroristes d'Al-Qaïda. Alors évidemment, la date du 9 septembre 2001, c'est pas un hasard, puisque à ce moment-là, vous le savez, Ben Laden et Al-Qaïda étaient réfugiés, protégés par le Mollah Omar, le chef suprême des talibans. Et Ben Laden préparait les attentats du 11 septembre. Et dans son esprit pervers, dans sa démarche terroriste, il savait évidemment qu'en frappant les États-Unis, c'est-à-dire New York et Washington, donc les symboles de la puissance américaine, Washington, le Pentagone et la Maison-Blanche, puisque la Maison-Blanche en tout cas n'a pas été frappée, mais il était prévu qu'elle le soit. Le Pentagone, c'était la puissance militaire, la Maison-Blanche, c'était la puissance politique, le World Trade Center, c'était la puissance commerciale, donc il allait frapper au cœur de la puissance américaine. Il se doutait évidemment qu'il allait y avoir des représailles américaines. Et le seul relais militaire que pouvaient avoir à l'époque les États-Unis et plus largement l'Occident en Afghanistan, le seul relais militaire capable de défaire les talibans et d'en finir avec Al-Qaïda, c'était le commandant Massoud. Donc il fallait assassiner Massoud, c'était la phase préparatoire du 11 septembre. En réalité, le 11 septembre n'a pas commencé le 11 septembre, il a commencé le 9 septembre dans un petit village dont tout le monde a oublié le nom, en Afghanistan, et ça a été par l'assassinat du commandant Massoud. Alors évidemment, les talibans sont afghans. Et les talibans sont arrivés, comme en 1996, après une longue période de guerre. En 1996, la guerre avait commencé en 1979. 1979-1989,
la guerre de libération, 89-96, guerre civile. Les talibans arrivent en brandissant le Coran et en disant « Regardez, nous, on va réinstaurer la paix ». Donc les Afghans, éreintés par des décennies de guerre, se disent « Pourquoi pas ». 2021, les talibans arrivent en disant « Regardez, on a été occupé par une puissance étrangère, par une armée étrangère. Ils sont arrivés en brandissant le Coran en disant « Nous, on va rétablir la paix ». Bon. Donc les Afghans, encore une fois éreintés par 20 ans de guerre depuis 2001, se disent « Pourquoi pas ». En réalité, ce qui change, peut-être si les talibans ont changé, ce qui change, c'est que évidemment ils sont afghans, mais je crois que leur âme et leur esprit est pakistanaise. Les talibans d'aujourd'hui ont tous été formés au Pakistan. Donc je ne pense pas que leur âme et leur esprit soient afghans. Ensuite, quand même, si cette occupation américaine a eu un effet bénéfique, ça a été au moins de réouvrir l'éducation au peuple afghan. Et les Afghans d'aujourd'hui ne sont plus ceux de 1996. D'abord parce que beaucoup ont été scolarisés, y compris des femmes, et ensuite parce qu'il y a quelque chose qui est d'une importance incroyable, ce sont les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les Afghans ont accès aux réseaux sociaux, donc je pense que les Afghans vont se soulever. En tout cas, on le voit aujourd'hui tous les jours, c'est quand même des signes qui ne trompent pas. Tous les jours, dans toutes les villes d'Afghanistan, il y a des manifestations, y compris des Pashtuns, de l'ethnie Pashtun, contre le pouvoir des talibans. Et puis il y a autre chose, et là, sans doute qu'on sous-estime leur force, de plus en plus de femmes sont dans les rues pour protester contre les talibans et organisent des actions clandestines, politiques, qui vont de l'affichage au tag contre les talibans. Ça a l'air comme ça complètement dérisoire quand on parle d'un tag anti-taliban. En Afghanistan, c'est puni de mort. Quand en 1989, les soviétiques se sont retirés d'Afghanistan, les combats ont continué jusqu'en 91, puisque le régime communiste afghan était encore en place à Kaboul jusqu'en 91. Et puis une coalition de Moudjahidines a pris Kaboul en 91, coalition dirigée par le commandant Massoud. Donc dans cette coalition de Moudjahidines, il y avait des Hazaras, des Tadjiks, enfin il y avait plusieurs ethnies. Et à ce moment-là, les gens qui s'intéressaient à l'Afghanistan, on s'est dit, enfin, il va y avoir la paix. Donc on y a cru vraiment. On y a cru vraiment, et puis il y a un gouvernement de coalition qui s'est créé, donc tous ces groupes résistants ont créé un gouvernement, et ça n'a pas tenu 6 mois. La guerre civile a immédiatement été déclenchée. Donc ils ont imaginé un truc complètement délirant, c'est-à-dire une espèce de présidence tournante. Pendant 6 mois, c'est moi qui dirige le pays, pendant 6 mois, c'est toi, 6 mois, c'est le suivant, etc. Et puis un jour, c'est arrivé autour de Gulbuddin Hekmatyar, et lui, il a refusé de rendre le pouvoir. Donc, mais on continuait à croire, et Massoud, donc, la guerre civile a été déclenchée, a continué, et nous, on continuait à y croire d'abord parce que, avec notre vision d'Européens occidental bien policés, élevés à la démocratie chrétienne, on espérait une espèce d'avenir démocratique pour l'Afghanistan. On pensait que Massoud pouvait l'incarner, et on pensait même, enfin en tout cas moi je pensais même, que ce seigneur de guerre avait été désigné en quelque sorte par le destin pour régler la situation afghane. Donc oui, on y a cru, mais on y a cru mais vraiment jusqu'au bout, c'est-à-dire que même en 1998, 2000, je l'ai vu la dernière fois en 2001, quelque temps avant son assassinat, il tenait plus rien, il tenait 5% du territoire, il était retranché dans le Panjshir. On lui disait, mais venez en Europe, puisqu'aujourd'hui les guerres ne se gagnent plus sur le terrain, sur les champs de bataille, mais devant les parlements nationaux, internationaux, etc. Donc on continue à y croire jusqu'au bout. En espérant une aide venue tomber du ciel, venue d'on ne sait où, un miracle. Et puis finalement, non, c'était un rêve. On n'est pas allé au bout de ce rêve, évidemment. L'un des drames de l'Afghanistan, c'est sa position géographique. L'Afghanistan est coincé entre les empires. Alors quand on parle de l'Afghanistan aujourd'hui, de façon contemporaine, on pense évidemment à ce qui vient de se passer, les 20 ans d'occupation militaire américaine, on pense à l'invasion soviétique. En réalité, l'Afghanistan est une terre d'invasion depuis toujours, puisqu'elle est coincée entre les empires. Les invasions ont commencé avec Alexandre le Grand.
tout le monde a voulu envahir l'Afghanistan. Alexandre le Grand, les Mongols, les Turcs, les Scythes, les Arabes, etc. Sauf qu'aucun envahisseur a réussi à s'y installer durablement. Alors pourquoi cette position est une malédiction? Coincée entre les empires au XIXe siècle, c'est là que la Grande-Bretagne et la Russie se livrent ce que Kipling avait appelé le grand jeu, populariser le grand jeu. La Grande-Bretagne domine cette région, c'est l'Empire des Indes. La Russie voudrait mettre la main sur l'Afghanistan parce que ça lui permet un accès aux mers chaudes du Pakistan. Donc il y a une première guerre là, c'est le grand jeu. Ensuite, l'URSS envahit, vous le savez, en 1979. Et à ce moment-là, l'Occident voit, les États-Unis et l'Occident en général, voient là une occasion de déstabiliser le bloc de l'Est, de déstabiliser l'Union soviétique. Mais ne veut pas s'engager directement sur le terrain. On ne veut pas passer de la guerre froide à une guerre ouverte. Donc délègue sa politique afghane au Pakistan, notre allié dans la région. Le Pakistan, pour des raisons politiques, ethniques, religieuses et géographiques, soutient les milices les plus extrémistes. Ethniques, pourquoi? Parce que les milices les plus extrémistes, comme les talibans aujourd'hui ou comme le Hezb Islami de Gulbuddin Hekmatyar hier, qu'on surnommait le boucher de Kaboul, sont Pashtuns. Les Pashtuns, en réalité, d'un côté de la frontière, on les appelle les Pashtuns, en Afghanistan. De l'autre côté de la frontière, on les appelle les Pathans, au Pakistan. C'est exactement la même ethnie, c'est exactement la même culture, c'est exactement le même dialecte. Et les Pathans au Pakistan sont très puissants, notamment dans l'ISI, qui est les services secrets militaires américains. Et le Pakistan tient à avoir absolument la main mise sur l'Afghanistan, en faire une espèce de, pas de colonie, mais enfin en tout cas de dominer l'Afghanistan, tout simplement parce qu'en cas de conflit avec son ennemi juré, l'Inde, ça lui donne une profondeur stratégique. C'est la raison pour laquelle le Pakistan a toujours soutenu les milices les plus extrémistes. Et c'est la raison pour laquelle aussi, aujourd'hui, on sait, on l'affirme, plus personne ne le conteste, que les talibans, qui sont peut-être afghans, sont des Afghans, c'est en tout cas une milice créée, armée, financée et éduquée par le Pakistan. Les madrasas au Pakistan, dans la zone tribale du Pakistan, là où ont été formés talibans, vous le savez, sont des étudiants en religion qui ont été formés dans des écoles religieuses, des madrasas, qui sont au Pakistan. Donc les talibans, c'est une milice armée du Pakistan, ouais. Au service du Pakistan, une milice afghane, mais au service du Pakistan. Alors il est toujours très difficile et peut-être même un petit peu prétentieux de dire à la fin d'une guerre, ou en tout cas quand on a 10, 20 ans, 30 ans ou 50 ans de recul, de dire ce qu'il aurait fallu faire. Et l'inaction de l'Occident, d'abord je ne pense pas que l'Occident ait été inactif, sauf l'Occident s'est trompé, tout simplement. S'est trompé dès 1979 en déléguant sa politique afghane au Pakistan, ça c'est une première chose, et ensuite en soutenant tout le temps les plus extrémistes. Pendant la guerre contre les soviétiques, pendant le djihad contre les soviétiques, 1979-1989, les Américains arment et financent les milices les plus dures, islamistes les plus durs, Pashtuns, en pensant que seul un extrémisme religieux, peut chasser un autre extrémisme politique. Donc ça, c'est une erreur, c'est la première erreur. Mais elle se comprend, puisque pourquoi pas politiquement ou militairement, c'était pas idiot. Et puis surtout, les Pashtuns sont l'ethnie majoritaire au Pakistan, donc autant soutenir, pensait-on, l'ethnie majoritaire. Sauf qu'on s'est trompé. Alors qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Peut-être qu'on aurait pu écouter déjà ce que nous disait le commandant Massoud, qui nous prévenait depuis des années du danger que représentaient les talibans et Al-Qaïda. Massoud m'a écrit une lettre en 1998. Je crois que c'était un exercice auquel il ne s'était jamais prêté. En tout cas, moi, je le suivais déjà depuis pas mal d'années, avec l'impression de toujours faire les mêmes reportages, les mêmes textes, que personne n'allait lire, tout le monde s'en foutait, etc. Donc, en désespoir de cause, je lui ai demandé de m'écrire un texte où il m'expliquerait pourquoi il fait la guerre depuis tant d'années, d'abord contre les Russes, puis contre les talibans. Il a accepté de le faire. Si vous relisez aujourd'hui cette lettre, que j'ai publiée d'ailleurs dans le livre, vous verrez qu'elle est extraordinairement contemporaine. Elle est d'actualité, on peut la sortir aujourd'hui mot à mot, c'est exactement la même chose. Et que dit-il dans cette lettre? Il nous dit qu'il faut le soutenir, parce que sinon on aura un régime, on aura une dictature religieuse, c'est ce qui se passe. Que cette dictature religieuse sera le soutien de tous les fanatiques du monde entier, c'est exactement ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé avant 2001. Il nous prévient du risque terroriste en disant « moi je suis la dernière digue contre ce risque-là,
Si ma digue lâche, c'est dans vos rues que ça va se passer. C'est dans nos rues que ça s'est passé depuis 2001. Il nous prévient du danger de la drogue aussi, parce que vous savez qu'au moins jusqu'en 1998, quand les talibans prennent Kaboul en 1996, jusqu'en 1998, jusqu'à temps qu'on tape du poing sur la table, l'Afghanistan était le premier pays producteur et exportateur de drogue vers l'Occident, devant les cartels colombiens et mexicains, devant les cartels sud-américains. C'est-à-dire que la drogue qu'on achetait à Paris, en France ou n'importe où en Europe venait d'Afghanistan. Donc Massoud nous prévenait de tout ça. Il l'a redit presque 3 ans, ce qu'il m'écrivait dans cette lettre, que j'ai publiée à l'époque, mais que très peu de gens ont lu. Il a redit la même chose quand il est venu plaider sa cause en Europe, en 2001. En avril 2001, il est venu en Europe pour demander l'aide européenne. Il a été, j'allais dire mal accueilli en France, même pas mal accueilli. Il a été non accueilli en France, mais enfin, il est quand même allé plaider sa cause en Europe. On ne l'a pas écouté. On ne l'a pas écouté. Donc peut-être qu'on aurait dû aider le commandant Massoud. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est une question difficile. Ce que je peux répéter, c'est ce que me disent les Afghans, avec qui je parle, pas tous les jours, mais assez souvent, les Afghans de la résistance. Eux disent, s'il vous plaît, ne faites pas ces 2 erreurs. Les 2 erreurs suivantes. La première, de penser que les talibans d'aujourd'hui, en 2021, sont différents des talibans de 1996. C'est ce qu'on a entendu au mois d'août. On sait qu'il y a des ministres en France qui nous ont dit « mais attendez, peut-être que les talibans ont changé, ils ont sûrement changé. 2020, c'est pas 1996 ». C'est une erreur. Quand on s'élève, quand on proteste, quand on se dresse contre les talibans, on ne se dresse pas contre des individus, on se dresse contre une doctrine religieuse. Et aucun des nouveaux talibans, aujourd'hui, en 2021, n'a renié cette doctrine. C'est exactement la même doctrine qu'en 1996. Ils obéissent à la même idéologie. Donc ce sont les mêmes. Première erreur, de se tromper sur les talibans. Il ne faut pas qu'on se trompe sur les talibans. Deuxième erreur, ce que disent les Afghans aujourd'hui, à nous, Européens, en tout cas ce qu'ils m'ont dit, je ne sais pas si on peut généraliser, c'est de dire arrêtez de venir chez nous, vous battre pour nous, mais aidez-nous, nous, gens de la résistance, à nous battre contre les fossoyeurs de la liberté. On est capable de se battre. Il faut nous aider. Il faut nous armer, il faut nous financer. Mais nous, on se battra. Arrêtez de nous envahir pour vous battre pour nous. Quand on voyage, quand on est journaliste et qu'on voyage dans des pays comme l'Afghanistan, mais je pense qu'on pourrait en citer d'autres, en tout cas quand on est dans une zone de conflit où les intérêts internationaux se mêlent, où la géopolitique est essentielle, on se rend compte que finalement, la vie humaine n'a pas beaucoup de poids face à la raison d'État. Si on met dans une balance la raison d'État et de l'autre côté la vie humaine, finalement, la raison d'État, ça pèse des milliards de dollars ou des centaines de milliards de dollars, ça pèse de l'or, ça pèse du gaz, ça pèse tout un tas de richesses souterraines. Et puis la vie humaine, c'est le poids des consciences. Et les consciences, ça pèse pas grand-chose. Donc on donnera la priorité à la raison d'État. C'est d'ailleurs une des choses qu'on a du mal à comprendre, et en tout cas que le commandant Massoud avait du mal à comprendre, parce que le commandant Massoud était très francophile, il aimait beaucoup la France. Et s'il aimait la France, ce n'était pas pour sa géographie et ses fromages, il aimait la France parce que la France est porteuse d'idéaux. Et il aimait ces idéaux-là. Et je pense qu'en n'écoutant pas le commandant Massoud, et en l'abandonnant, je veux pas dire trahir, mais j'ai quand même envie de dire en trahissant le commandant Massoud, on a en même temps, je crois, abandonné et trahi nos idéaux. Si les livres ont comme je le crois, ou en tout cas comme je l'espère, si les livres ont une utilité, les livres de journalistes ont une utilité, j'aimerais que l'utilité de ce livre, c'est soit que ça permette, tout à l'heure je vous disais, entre les grandes dates, les grands événements historiques, on oublie l'Afghanistan. Si ce livre pouvait permettre d'abord de mieux connaître les Afghans, qui ne sont pas du tout ce qu'on dit aujourd'hui quotidiennement dans la presse, et qu'on n'oublie pas l'Afghanistan, simplement. Parce que l'une des autres malédictions de l'Afghanistan, c'est de tomber régulièrement dans des trous de mémoire. Et si là, on pouvait éviter que ça soit le cas, ça serait... Si ce livre pouvait servir à ça, je serais ravi. Oui, bien sûr, moi j'aimerais retourner en Afghanistan. D'ailleurs, j'essaie d'y retourner. D'abord parce que le pays me manque. Ensuite, je pense que
En écrivant Les larmes de Kaboul, je pensais presque mettre un point final à mon histoire avec l'Afghanistan. Et puis en fait, je me rends compte que non, cette histoire n'est pas terminée et qu'il faudrait que j'aille assister à la suite. Et la suite, c'est le fils du commandant Massoud. Et cette nouvelle guerre, si elle a lieu contre les talibans. Oui, oui, bien sûr, j'aimerais y retourner. Ouais.